Bienvenue à Parle Jazz Jazz. Bon mardi. J'accueille aujourd'hui collaborateur Jacques Giguère. Bonjour, salut. Ça va bien? Ça va très bien. Bon mardi gras. Ben merci beaucoup. Ben oui. Il y a encore des gens qui célèbrent ça. C'est très populaire encore en Nouvelle-Écosse, particulièrement dans la région de Chichican, mais aussi dans la région de Clare. On célèbre beaucoup les... J'ai eu le plaisir de participer une fois à Chichican à une fête du Mardi Gras le soir. C'est vraiment impressionnant comment les gens participent et surtout se promènent de maison en maison déguisés et on essaie de deviner qui est derrière le costume. Et là, ça pose des questions, mais les gens parlent pas. Alors, il faut deviner. Puis là, ça se met à chanter, puis à turluter, puis il y a des violons au travers de ça. Ah oui? Ah oui, ils mettent des cartons à terre pour absorber l'eau, parce que les gens se promènent, c'est l'hiver, hein? C'est l'hiver au mois de février. Donc, puis les gens se déshabillent pas. C'est ça l'idée, parce que ça se promène d'une place à l'autre. Alors, ça fait vraiment des soirées intéressantes. C'est plus des soirées pour jaser, puis c'est des prétextes. C'est un maudit bon prétexte à socialiser dans une communauté. Mm-hmm. C'était très, très populaire chez nos ancêtres. Ça s'est perdu avec le temps, mais certaines régions, la Louisiane, par exemple, la Nouvelle-Orléans, fête très fort, mais c'est plus facile de fêter à l'extérieur quand il fait 30 degrés que quand il fait moins 30. C'est sûr. C'est un peu... Il y a une toute différence. Mais là, il fait pas moins 30. Hein? Oh, qu'on a un bel hiver. Non. Qu'est-ce que t'en penses de la belle journée ensoleillée? C'est ça. Pas. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui vont fêter le Mardi Gras. Et puis, pourquoi le Mardi Gras? Ben, c'est souvent... C'est la journée là, qu'on célèbre avant le mercredi des Cendres. C'est donc le début du carême à partir de demain. Pour ceux qui contribue encore à cette vieille tradition qui est catholique, qui était très forte chez nos ancêtres. Donc, le carême, c'est un jeûne? Ben, c'est une façon un genre de jeûne? Ouais, c'est ça. C'est une sorte de façon. On élimine certains éléments. On mange pas de viande? Ouais, c'est ça. C'est pendant une courte période. Chaque religion a un peu ce type d'approche-là. On voit ça aussi chez les musulmans. Nos amis musulmans qui, eux, vont fêter le ramadan. C'est une autre façon de voir. Eux, c'est pas le jour. On mange pas le jour. Alors, il y a des trucs comme ça, il y a des variantes d'une religion à l'autre. Là. Mais pour ceux qui connaissent vraiment l'Acadie, le Mardi Gras, c'est quelque chose qui est très enraciné, particulièrement en Nouvelle-Écosse, un peu aussi à l'île du Prince-Édouard. Mais c'est très enraciné. Puis aujourd'hui, on est là-dedans. Avec ce soir, si vous voyez des gens se promener avec des masques, faites pas de saut. C'est pas l'Halloween, c'est le Mardi Gras. C'est rare, mais c'est ça. Ah oui. Ouais. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis je sais que Luc Doucette, mon collaborateur aussi du mercredi, qui participe à ça pas mal. Chaque année, il est allé aux îles de la Madeleine aussi. Oui, les îles, vous avez raison. Puis ça fête le Mardi Gras pas mal. Là. En fait, c'est sur toutes ces régions qui ont été isolées dans le passé. Après la déportation, si vous regardez, après la déportation, les Acadiens sont revenus à certains endroits. Et quand ils ont eu la permission des autorités britanniques de revenir s'installer, évidemment, ils ne pouvaient pas retourner sur leur terre parce que les Anglais les avaient pris et les avaient donnés à d'autres. Et donc, il n'y avait plus leur terre. Et ils ne voulaient plus avoir le trouble qu'ils avaient eu jusqu'en 1755. Alors, ils leur ont dit, allez vous installer à tel endroit. Ils ont divisé la population acadienne un peu partout, sur des terres qui étaient moins riches aussi, moins propices à l'agriculture. Bref, ils nous ont pas donné ça facile. Okay? Si vous regardez la Nouvelle-Écosse, il y en a dans la région de Chichican, qui est au Cap-Breton. L'autre côté, vous avez l'île Madame. Et là, après ça, vous devez descendre. Il y avait un peu dans la région d'Halifax, Chesetcook, pas très loin de Halifax. Et puis après ça, vous devez aller dans la région de Clare, à la baie Sainte-Marie, qui est vraiment beaucoup plus en bas dans la péninsule de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'était comme ça, c'est qu'on répartissait les Acadiens de manière à ce qu'ils restent un peu isolés. Et le seul moyen de navigation, le seul moyen de transport à l'époque, c'était la navigation. Et donc, vous comprenez que l'hiver, c'était plus difficile. Donc, les gens ont gardé... Les traditions ont traversé le temps beaucoup plus facilement. Mm-hmm. Et la langue aussi. Si vous passez d'une région à l'autre, vous allez voir si vous allez à la baie Sainte-Marie, les pêcheurs qui avaient des moteurs Honda pouvions entendre les poissons passer. Vous allez entendre cette couleur-là de la langue.
en Nouvelle-Écosse. Et ça va varier si vous êtes à Chitika ou si vous êtes à l'île Madame ou si vous êtes à... Alors, c'est ça, cette beauté-là. Ça a traversé le temps, mais il n'y a pas juste la langue qui a traversé le temps. Comme, par exemple, les vieilles expressions, là, mettre ça sur... où j'ai mis mes gants, ben, ils sont sur le fait de l'armoire. Ouais. On l'entend souvent encore. Ben, on le dit encore. Mario Doiron en parle beaucoup sur le fait, par exemple, d'un jardin. Et pourquoi on dit ça? Parce que c'est du bon français. C'est du vieux français, mais c'est un français qui est encore parlé aujourd'hui. Mm-hmm. Pourquoi qu'on le parle encore aujourd'hui? C'est parce qu'il a traversé le temps dans ces îlots-là, qui étaient un peu isolés, carrément. Et les gens ont gardé ces mots-là. Hein? Ça fait pas zire. Ça fait, tu sais... Alors, ça traverse le temps, puis ça nous rejoint encore aujourd'hui. Mais c'est ce qui nous connecte aussi avec le passé. Et aussi toutes ces traditions-là catholiques de la religion qui étaient très, très au cœur, qui tenaient les populations, là. Serré à faire des enfants puis à multiplier j'allais dire la race. J'aime pas le mot race, surtout pas de ce temps-ci. Le peuple. Mais c'est ça, la population, puis les traditions, puis s'assurer qu'on existe encore. Et puis la religion catholique a été un grand catalyseur de ça, tu sais. Et donc, avec la religion, a suivi aussi ses rites, comme ce qu'on vit, le Mardi Gras et le carême, puis le Noël, puis Pâques, puis tous ces trucs-là. C'est encore très incrusté, même dans nos calendriers. Hein? Pâques s'en vient, là, au mois d'avril, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est ça. On a le vendredi saint, puis le lundi de Pâques, qui souvent sont des congés. Ouais. Des congés qui sont encore dans le calendrier, même si l'État cherche à sortir du joug de l'Église, il y a quand même ces choses qui restent parce que c'est important d'avoir ces journées-là de congé aussi dans un calendrier. On n'est pas des esclaves là, qui travaillons comme nous. Il y a longtemps, on travaillait... ça travaillait 6 jours par semaine. Puis c'était des longues journées, là. Ça travaillait fort, là. Alors, puis on si est vous avez content une de nos ferme, congés fériés. Puis si vous avez une ferme, écoutez, ça va encore... C'est 7 jours par semaine, là. Hein, à moins d'avoir des employés qui viennent vous aider, là, les vaches le matin, la traite du matin, puis la traite du soir, là. La vache, elle attend pas, là. Elle n'a pas de Pâques, elle. Elle n'a pas Pâques off. Merci, Jacques. Ça m'explique bien pourquoi, par exemple, aux îles de la Madeleine, hein, la tradition a perduré plus qu'ailleurs. Mais pour le Mardi Gras, et puis j'aimerais, s'il y a des gens parmi vous qui nous écoutent, qui veulent nous partager, est-ce que vous le célébrez, vous, le Mardi Gras? Hein, si vous faites quelque chose aujourd'hui à l'occasion du Mardi Gras, appelez-nous pour nous le dire. On aimerait bien savoir si vous continuez comment on dit? De faire perdurer cette grande tradition. Appelez-nous, c'est le 506-532-0133. Et vous pouvez nous appeler tout au long de l'émission là, pour nous dire si vous célébrez le Mardi Gras. J'aimerais bien savoir s'il y en a beaucoup parmi vous qui le font. Et puis, plusieurs sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Jacques, on pourrait y aller premièrement avec le pont du Centenaire qui enjambe la rivière Miramichi qui sera fermé. Avril à décembre, on a annoncé cette fermeture, première phase des travaux majeurs. Et il va y avoir une autre phase aussi aux mêmes dates en 2027. Pont qui existe depuis 1967 et qui a des gros signes de détérioration. Et Véronique Arsenault, qui est conseillère municipale à Miramichi, a récemment eu un rappel brutal. Elle a perdu son pneu sur le pont elle-même la semaine passée en pilant dans un gros trou. Hein? Ouais. Donc, pendant les réparations, les autos devront passer par un autre pont. Pour plusieurs, le trajet sera plus long. Alors, il faut s'y attendre. On sait que la fluidité de la circulation pourrait être réduite. Et à Miramichi, on organise une journée porte ouverte pour mieux renseigner tout le monde sur les mesures d'atténuation qu'on va mettre en œuvre pour le pont. Ça aura lieu le 26 février, donc semaine prochaine, dans les locaux de Miramichi Agricultural Exhibition Association. Comment on dit agriculturel en anglais? Agriculture. Agricultural? Je ne sais pas comment le dire en anglais. Mais c'est Exhibition Agriculture, l'association. Bref, c'est au 24 rue Church, 26 février, la rencontre. Et puis, court préavis du début des travaux a pris les propriétaires d'entreprises au dépourvu. Il y en a beaucoup qui savent qu'ils vont avoir pas mal moins de monde qui va se rendre à leur entreprise. Le pont, c'est un lien important entre le sud puis le nord-est là, du Nouveau-Brunswick. Une artère majeure de la route 8 et 11. Alors, c'est une situation pour la région de Bathurst, péninsule acadienne, là, le pont fermé. Les commerces redoutent un peu. Ben, c'est normal. C'est normal quand vous fermez une artère principale comme ça, qu'il y a des réactions, mais qu'il y a aussi des conséquences. C'est sûr que pour les gens, là, c'est une longue période. Heureusement, c'est l'été. De toute façon, les travaux, ça se fait beaucoup mieux l'été.
Par contre, il y a beaucoup de gens qui voyagent. Il y a beaucoup de gens qui viennent en vacances au Nouveau-Brunswick et qui aiment bien cette route qui longe, là. Vous pouvez partir du Québec, là, de Rimouski, et là, vous traversez la vallée de la Matapédia, vous arrivez à Matapédia, vous arrivez à Pointe-à-la-Croix, vous traversez à Campbellton, et là, vous longez la 11, puis vous prenez ce chemin qui descend. Soit vous faites toute la péninsule acadienne. Oui, si on reste sur la 11, ça nous fait faire tout le tour. Vous pouvez faire toute la péninsule acadienne. Puis sinon, il y a la 8 de toute beauté. Qui va à Miramichi plus direct. Oui, et puis là, et là, vous arrivez directement au pont. Si vous gardez cette route-là, vous arrivez directement au pont, puis l'ancien chemin de la péninsule acadienne arrive là aussi. Et ça veut donc dire que si vous partez de Moncton ou de Shediac, puis vous montez à Bathurst, quand vous arriverez là, vous allez donc faire un petit détour qui vous amène... Vous vous souvenez, avant que ça s'appelle Miramichi, ça s'appelait comment? Ça s'appelait Newcastle. Non. Chatham puis Newcastle. New Carlisle, c'est au Québec. C'est l'autre côté. Okay. Ça s'appelait Chatham puis Newcastle. Puis il y a eu une fusion des municipalités. À un moment donné, il y a eu une vague de fusion. Pas la dernière qu'on a passée, mais l'autre avant. Surtout les grandes municipalités. Là, il y avait d'ailleurs à l'époque une idée de fusionner Dieppe, Moncton et Riverview. Et là, il y a eu une levée de bouclier, particulièrement chez les francophones, parce qu'on ne voulait pas noyer les francophones dans cette... C'était Dieppe qui voulait rester séparé, en fait. Oui, c'est ça. Puis donc, cette fusion-là des trois n'a jamais eu lieu. Mais par contre, Miramichi, ce qui est devenu Miramichi, Chatham, Newcastle. Mais là, je suis en train de parler d'histoire. L'idée du pont, c'est que là, vous êtes obligé de faire un petit détour. Donc, vous allez longer la rivière, vous allez monter un peu plus haut sur la rivière, vers la montagne, puis vous allez traverser plus haut, puis vous allez revenir sur le chemin. C'est donc un détour de quelques kilomètres, là. Je ne sais pas combien exactement, là, mais ça veut dire que si vous montez cet été, si vous prévoyez aller dans cette région, ben calculez-vous donc une bonne demi-heure de plus, là. Ça va prendre un peu plus de temps. Ben, moi, je dis une demi-heure, c'est pas trop, là, de calculer ça dans vos... Oui, profitez-en pour faire un arrêt aussi, des fois, après une... Ouais. C'est dommage pour les commerces là, qui s'attendent à moins d'achalandage, c'est bien évident. Oui, mais il y en a d'autres qui vont gagner. Penses-tu? Ben, oui, parce que les gens vont passer ailleurs. Et donc, il y a une adaptation. Et c'est un changement. Il faut faire, mais si vous voulez revenir sur la 8, vous allez repasser devant les mêmes commerces, là, parce que c'est juste d'un bord du pont à l'autre bord du pont, là. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce qu'ils vont perdre? En fait, c'est tous les commerces autour là, qui vont aller jusqu'à l'autre pont et qui vont revenir. Il y a des gens là-dedans, là, vous roulez moins vite, vous avez du temps, il y a un enfant en arrière qui dit « Ah, papa, j'ai faim, c'est là, j'ai besoin de... » Et vous dites « ben arrêtons donc. » Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y en a qui perdent, mais il y en a qui gagnent. Dans tout ça, dans tous ces changements-là, c'est toujours... Attendez-vous au pont fermé, donc, entre avril et décembre cette année, et aussi même chose pendant l'année 2027 du côté de Miramichi. Et puis, j'ai vu, Jacques, on a changé de sujet, Susan Holt sur Facebook, la semaine passée, qui a parlé du réseau X, la plateforme X, qui était anciennement Twitter. Il disait, j'ai lu, Susan Holt disait qu'il réfléchissait attentivement depuis un certain temps à la façon dont le gouvernement utilise les médias sociaux, puis surtout la plateforme X, parce qu'on sait que c'est un outil qui permet d'informer, là, puis c'est bien important, mais... X, c'est l'ancien Twitter. C'est ça. Puis les préoccupations récentes ont été soulevées pour la plateforme X et Mme Holt disait qu'ils ont trouvé ça troublant au gouvernement pour protéger la sécurité, le bien-être des jeunes. On dit que c'est une responsabilité fondamentale du gouvernement, alors... on reconnaît que l'historique récent de la plateforme X, comme les signalements de contenu préjudiciables, les mesures de protection inadéquates, ça a miné la confiance. Et là, le gouvernement décide de ne plus l'utiliser. Alors, on n'aura plus X du côté du gouvernement pour les communications courantes. Et... moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. Ouais, puis... En fait, c'est une très bonne décision. Puis j'inviterais d'autres organismes à réfléchir sérieusement à ne plus utiliser ce service de plateforme là, de médias sociaux pour communiquer leur information. Comme par exemple l'Université de Moncton, ça qui pourrait l'utilise être encore. Absolument, oui, parce que je sais que l'Université du Québec à Rimouski a décidé l'an dernier de se retirer de cette plateforme X. Il y a d'autres aussi, là, Radio-Canada, CBC, a décidé là, de le faire aussi.
il y a En fait, tout ça est né, là, pour revenir au gouvernement, c'est Kenny Lamrock, hein, qui est le défenseur des enfants et de la jeunesse au Nouveau-Brunswick, qui a envoyé une lettre, qui exhorte le gouvernement, qui demande au gouvernement de quitter cette plateforme-là, parce que lui a la plateforme X qui contrôle, parce qu'il y a, il y a des éléments là-dedans qui laissent croire qu'il pourrait y avoir de l'exploitation sexuelle chez les mineurs. Il n'y a pas un contrôle là-dessus très, très sévère. Et il faut pas oublier que cette plateforme est utilisée... En fait, c'était l'ancien Twitter qui a été acheté par... Monsieur Musk. Et puis, il a décidé de la rebaptiser X et il a congédié beaucoup de gens. Mais ce qui est surtout intéressant, ou plutôt dangereux, dans ce cas-là, c'est qu'il a décidé d'utiliser son service d'intelligence artificielle qu'il a créé, qui est Grok, qui, lui, ne crée des images qui sont souvent inappropriées. Il exclut aussi tous les médias traditionnels systématiquement de sa plateforme. Donc, on se retrouvera jamais là-dessus, là. Nous, ce qu'on dit, là, on se retrouvera jamais là-dessus. Ni le Moniteur acadien, ni rien de non, tout ça. Non, Radio-Canada, CBC, Name it, là, en fait, tout ce qui utilise les plateformes traditionnelles d'information ne se retrouve pas là-dessus. Mais là, X va perdre pas mal de plumes, là. Avec ça, je pense que les gens vont quitter. Là. Ça ne sera pas seulement le gouvernement du Nouveau-Brunswick, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une vague de... Oui, mais c'est une goutte d'eau dans son univers. C'est pas grand-chose. Mais c'est l'idée que cette personne-là utilise un service pour pousser son ambition d'extrême droite. Okay, tout ce, tu sais, c'est pas surprenant, là. Il l'a très bien démontré lors de l'élection en janvier dernier aux États-Unis, avec la main dans les airs. Il supporte publiquement l'extrême droite en Allemagne. Il supporte publiquement l'extrême droite aux États-Unis. Il met des milliards là-dedans. Et puis là, nous, qui ne partageons pas ces valeurs, au Canada, essentiellement, la majorité du monde ne partage pas ces valeurs-là, pourquoi on utiliserait son médias sociaux pour que lui fasse de l'argent avec des contenus que nous, on va mettre dessus? Quand je dis nous, je veux dire les nous Canadiens, là, ou même Européens et tout ça. Alors, cette question-là a fait du chemin depuis l'année passée, depuis l'élection du gouvernement américain. Et puis, tranquillement, les gens se sont dit, est-ce que c'est essentiel dans nos moyens de communication d'utiliser ce médium-là? Et la plupart des gens en arrivent à la conclusion, bien sûr que non. Il y a tellement d'autres choses pour communiquer l'information. Alors, tranquillement, il y a eu des gens comme ça qui ont sorti de là pour tout simplement utiliser d'autres systèmes pour communiquer. Puis, si vous voulez savoir quelque chose, la meilleure façon, c'est de ne pas se fier aux médias sociaux pour avoir de l'information. C'est d'aller à la source originale. Par exemple, ce soir, il y a une réunion du conseil de ville de la municipalité de Memramcook. OK? J'ai vu ça passer sur les médias sociaux. Mais mon premier réflexe, c'est pas de dire « Ah, il y a une réunion ce soir ». C'est de dire « Ah oui, je vais aller voir sur le site de la municipalité pour m'assurer que c'est bel et bien ce soir et que c'est bel et bien à telle heure. » Eux, ils vont l'utiliser, par exemple, pour promouvoir. Puis ils vont le faire sur d'autres plateformes aussi. Mais l'idée, c'est quand vous voyez une information sur les médias sociaux, demandez-vous toujours si c'est vrai. OK? Puis on avait un réflexe à l'époque, c'est pas parce que je l'ai une fois à un endroit que c'est vrai. Il faut toujours vérifier si cette information a bel et bien été faite par la personne ou l'organisme en question. T'sais. Puis là, on va aller directement à la source, généralement. Et quand on retrouve l'information, ben là, on se dit, OK, ils ont simplement utilisé comme une espèce de carte postale, une invitation générale ou une façon de transmettre l'information, qui est une bonne chose en soi, quand elle est bien utilisée. Mais c'est quand elle est mal utilisée, comme le propriétaire de X est en train de faire, pour des fins carrément partisanes et politiques, pour s'enrichir encore davantage, et d'un peu détruire notre démocratie. Là, je pense qu'il faut se questionner et dire, bon, est-ce que j'ai besoin de ça dans ma vie? Non, delete. Hein? Prenez votre téléphone, moi, je sortirai ça. Enfin, vous envoyez un message avant, simplement pour dire, bon, dorénavant, je ne vais plus utiliser cette plateforme pour communiquer avec vous. Retrouvez-moi sur les autres plateformes. Point. Cling. Bonsoir. Ben, c'est ça qui va arriver, je pense, pour plusieurs instances. Mais là, du côté de Twitter, c'est surtout à cause de la sécurité des jeunes, des enfants. Et juste avant l'émission,
Jacques, tu me parlais en Chine, ils ont fait quelque chose d'intéressant avec leurs réseaux sociaux, justement pour les jeunes. Bien, la Chine, c'est pas un régime comme les autres. Hein? Faut comprendre ça. C'est pas une démocratie. La Chine, c'est un pays communiste. Oui. C'est ça. Et eux, ils ont... quand la Chine dit on tourne à droite, tout le monde tourne à droite. Je veux dire, c'est comme... Il n'y a pas de questionnaire. Ça se questionne pas beaucoup, là. Mais en même temps, il y a des bonnes choses qui ressortent de ça. Par exemple, pour les médias sociaux, ils se sont rendus compte que ça avait un impact très négatif sur la jeunesse. Mm-hmm. Particulièrement de tout ce qui venait d'extérieur. Ouais, vous allez me dire, ben, c'est normal, c'est un régime communiste, ils veulent pas la liberté que nous, on a et tout ça. Oui, sur certaines raisons, sur certains éléments, vous avez raison. Mais sur certains éléments, il y a un abrutissement qui est en train de se faire avec les médias sociaux. Puis ça, il y a beaucoup de scientifiques en ce moment qui sont en train d'étudier l'impact des médias sociaux sur la jeunesse et particulièrement là, l'arrivée de l'intelligence dite l'intelligence, entre guillemets, artificielle. En fait, il n'y a pas grand-chose d'intelligent là-dedans, si ce n'est que c'est une grosse mémoire qui fouille de l'information, qui est véhiculée par toutes sortes de programmes qui font en sorte qu'ils vont chercher cette information-là, mais il veut pas savoir si c'est vrai ou pas, lui. Ça n'a aucune importance dans son réflexe. Et l'information est là, je la pousse, tu sais. Alors, si vous la programmez d'une certaine manière, elle va aller chercher l'information que vous voulez en priorité. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention avec ça. Il faut toujours, même si vous l'utilisez dans vos moyens de chaque jour, donne-moi une recette de pain aux bananes de pain sans gluten, ben oui, là, vous pouvez trouver des choses, c'est assez facile. Vous pouvez vérifier, mais il y a des choses beaucoup plus complexes, là. Pourquoi, là, vous posez des questions plus complexes? Il y a même des jeunes qui vont aller, qui se confient. Il y a tout un problème en ce moment avec l'intelligence artificielle où les jeunes utilisent l'intelligence artificielle comme un confident. Et l'intelligence artificielle répond comme si c'était un psychologue. Mm-hmm. Mais c'est pas un psychologue. Vous comprenez? C'est pas ça. Ça sera jamais ça. Alors, il faut faire attention. Mais là, il faut sortir un peu, là. Quand on est dans une période de sa vie, surtout à l'enfance et l'adolescence, c'est bon de socialiser, c'est bon de sortir de l'écran et de vivre la vraie vie avec apprendre à lire chez l'autre, dans le regard de l'autre, son approbation ou sa désapprobation, le non-verbal, toutes ces choses-là. Puis le physique aussi, il faut toujours bien qu'on bouge. On est fait de bras puis de jambes, puis il faut que ça marche, cette affaire-là. Là. Pas juste les 2 pouces. Mais tu t'éloignes de ma question. La Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait les jeunes? Alors, la Chine, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Je m'excuse là-dessus. La Chine, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est qu'ils ont décidé, barrement, Twitter, oubliez ça, là, vous n'aurez pas ça là-bas. Facebook, tout ça est barré. Qu'on arrive là-bas, c'est ça, on n'y a plus accès, mais on embarque sur leur affaire à eux. Amenez pas votre téléphone. Ils sont bien protégés. Il y a comme un bouclier qui empêche les ondes d'entrée. Là. Ça a l'air qu'aussitôt qu'on entre en Chine, le Facebook, on n'y a plus accès. Oubliez ça, ce que vous connaissez n'existe plus. En passant, j'ai jamais été en Chine. Donc, je peux pas vous parler d'expérience. Mais tu m'avais déjà dit que ta conjointe est allée. Mais, oui, c'est ça. Oui, elle a vécu, mais ça, c'était avant tout. C'était l'avènement des médias sociaux. Ouais. Avant l'avènement des médias sociaux. Mais là, ce qu'ils font, c'est que, étant donné qu'eux, ils ont créé leurs propres médias sociaux. Oui, je pense que c'est Weibo. Ce qu'ils vont faire, par exemple, pour les enfants, c'est qu'ils vont pas juste envoyer... Tu sais, c'est nous qui mettons toutes sortes de contenus. Si t'es là, on voit souvent ça, des vidéos de chats, des vidéos de chiens qui sont cute. Bon, ils vont pas perdre de temps avec ça. Ils vont aussi envoyer des contenus pédagogiques pour les enfants. Mais qui est fait pour que l'enfant de tel ou tel âge comprenne certains concepts. Scientifique, par exemple. C'est pas fou, là. Ben, c'est une façon intelligente d'utiliser un média social, de le rendre utile à quelque chose autre qu'abrutir l'enfant pour qu'il devienne un bon consommateur. Tu sais, c'est une chose. Mais apprendre à consommer, ça, on va l'apprendre assez rapidement dans la vie. Hein? Allez, quand vous sortez magasiner, c'est des choses qu'on apprend. Mais apprendre des choses de la vie, on riait avant d'entrer, on se posait toutes sortes de questions, comme on s'est dit pourquoi on ferait pas la question de la semaine, puis là, on s'est mis à rire, on s'est dit pourquoi la neige est blanche. Ouais. Bon, ben, on pourrait faire un court vidéo pour expliquer pourquoi la neige est blanche, tu sais. Ça serait intéressant de faire ça pour un jeune, parce que et puis même, j'ai dit à la blague, où il va le blanc quand la neige fond? Bon, ben, on pourrait faire ça, mais on prend pas le temps de le faire. On va juste faire toutes sortes on va informer les gens, mais en même temps, on va faire beaucoup de choses inutiles. Ben, c'est pas on comme a tous l'impression, là, à un moment donné,
ça fait 1 heure là, que je suis là-dessus. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, maintenant, on décroche. Mais c'est pas comme si notre gouvernement était en pleine possession, au contrôle absolu de nos réseaux sociaux comme en Chine. Hein, c'est ça. En Chine, comme tu disais, c'est un peu un avantage, un des seuls avantages peut-être que ce n'est pas une démocratie, mais il arrive, il décide quelque chose, c'est généralisé, puis tout le monde est obligé de faire avec. Ici, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué d'arriver... Le défi qu'on a, c'est que ça ne nous appartient pas, ça appartient à des compagnies privées américaines. Ouais. Hein? Alors là, déjà là, on devient esclave, là. On s'en rend pas compte, mais on devient dépendant, encore une fois, de façon intellectuelle, de ce que les Américains veulent bien pousser là-dessus. 1. 2, il y a nous qui mettons beaucoup de choses aussi là-dessus. Alors, il n'y a rien qui nous empêcherait, nous, de... Premièrement, on pourrait faire notre nom. Pourquoi on ne le fait pas au Canada? Pourquoi on ne s'en fait pas un? Tu sais, je voyais que quand Facebook a décidé d'enlever tous les contenus des médias d'information traditionnels sur leur plateforme. Mm-hmm. C'est arrivé, c'est quoi, il y a 2 ans à peu près? 3... Même 3, 4 ans. Et puis là, tout le monde s'est crié à l'injustice, ça n'a pas de bon sens. Ils l'ont fait pareil. Il y a eu des menaces. Puis le gouvernement a fait des menaces, mais finalement, ils ne l'ont jamais remis. Alors, vous ne pouvez pas dire « Ah, j'ai vu un bon article, par exemple, sur Radio-Canada. Je vais le partager sur mon réseau Facebook. » Oubliez ça. C'est barré. C'est barré. Vous ne pouvez pas le faire. Il y a des petits trucs, là. Vous pouvez prendre une image de ça, le mettre là, puis dire partager ça en disant le lien est dans mon premier commentaire. C'est une façon de détourner de le faire, puis ça, les gens commencent à comprendre ça. Mais à la base, on ne peut plus faire ça. Et comment ça qu'on a toléré ça? Pourquoi qu'on tolère ça? Ça, c'est brimer carrément la liberté d'expression et la liberté d'information. On ne devrait pas tolérer ça. Et on devrait dire à Facebook, si tu ne changes pas, on va te barrer toi aussi. Ouais, mais... Mais on le fait pas. Ben non, parce qu'on en a comme plus de besoin. Hein. C'est qu'on voulait avoir de l'argent qui venait de Meta pour le Canada, pour notre contenu journalistique. Eux autres, ils ont dit non, on n'a pas besoin de vous autres. Puis ils l'ont prouvé, ils n'ont pas besoin de nous autres. Ils l'ont enlevé le contenu, puis ça leur change absolument rien. Donc c'est un peu nous qui on n'avait pas le gros bout du bâton dans cette histoire-là. Là. Non, mais OK. Mais suite à ça, pourquoi tous les médias d'information, incluant ces JSE, puis le Moniteur acadien, toutes les régionales, mais aussi les provinciaux, les nationales, toutes les grandes chaînes d'information canadiennes pourraient se réunir ensemble, aller voir le gouvernement, dire que sais-tu, si on avait tant de millions, on va le créer, notre site. On va s'en créer un, médias sociaux, et on va contrôler qu'est-ce qui est dessus. Dans le sens où on va permettre des contenus canadiens de circuler selon d'où ça vient, puis pourquoi que c'est important de le faire. Et on n'aurait pas la popularité de Facebook, par contre. Hein? Ça prendrait énormément de temps. Et puis après, oui, mais il faut commencer quelque part. C'est vrai. Et j'ai l'impression qu'on va critiquer, mais on ne va pas agir. Mm-hmm. On ne va pas aller jusqu'au bout de la logique de ça. On prend une courte pause et on revient. C'est Parle, jase en ce 17 février avec Jacques Giguère. Vous écoutez Parle, jase. Si vous voulez participer aux discussions avec nous aujourd'hui, les lignes téléphoniques sont ouvertes au 506-532-0133. On parlait de la Chine qui a eu quand même... qui est en train de devenir un allié, on peut voir à part entière du Canada. La Chine a supprimé maintenant l'obligation des visas pour les touristes, les voyageurs d'affaires canadiens. On n'a plus besoin de visa pour des séjours de 30 jours jusqu'à la fin de l'année au moins. Cette année, on voit que la Chine et le Canada là, s'entendent plutôt bien. On parlait tout à l'heure de ce qu'ils ont fait de bien pour les réseaux sociaux. Mais c'est ça, M. Carney est allé il y a 1 mois à Pékin. Puis il avait dit que le président chinois s'était engagé à accorder l'accès sans visa aux Canadiens. La Chine n'avait pas confirmé, mais là, voilà, on voit que c'est vrai. Alors, entrer en Chine, actuellement, c'est un long processus. Ça coûte à peu près 140 $ aussi. Puis, on pouvait déjà se rendre à Hong Kong, Macao, puis dans la province de Hainan sans visa. Mais là, maintenant, c'est toute la Chine continentale qui est ouverte aux Canadiens. Allez-vous y aller? Moi, j'irai pas, non. Non? Est-ce que ça vous tente d'aller en Chine? On veut savoir. Premièrement, j'ai pas de raison tout de suite d'y aller. C'est peut-être touristique, oui. Le mur de Chine, c'est quelque chose peut-être que j'aimerais voir une fois dans ma vie.
Peut-être, on va voir comment les choses vont évoluer. Pour le moment, non. Et on me dit aussi que ça coûte très cher. Ben oui. Très cher en termes de transport pour s'y rendre. Et même vivre là, les hôtels, apparemment, que c'est beaucoup plus cher que chez nous. Donc, un peu curieux parce qu'ils contrôlent la valeur de leur monnaie. Je sais pas quel avantage qu'ils ont de faire ça. Mais enfin, j'ai pas fouillé ça en détail, mais tout ce que... C'est pas parce qu'il y a plus de visa que je n'irai pas, mais peut-être qu'il y a beaucoup de citoyens canadiens, des néo-canadiens, sur la côte ouest, dans la région de Vancouver. Il y a beaucoup de Chinois qui ont acheté des appartements au Canada, d'avoir un pied à terre au Canada. Mm-hmm. Et puis, peut-être pour ces gens-là, c'est moins de trouble, là. Oui, c'est ça. Puis ils peuvent aller visiter la famille ou des choses comme ça. Mais vraiment, là, avec la pandémie de COVID, puis avec tout ce qu'on disait, que ça venait de la Chine, de Wuhan, le marché, là, tout ça, là, imagines-tu qu'il n'y a plus de touristes? Depuis la pandémie, ça n'a pas recommencé. La Chine voit personne, ou presque personne, là, faire du tourisme. Alors, c'est un peu pour relancer ça. Ça va aider. Puis les vols Canada-Chine aussi ont augmenté progressivement depuis la pandémie, mais très lentement. Puis il faut dire qu'il y a une exigence du Canada que les vols à l'arrivée ne survolent pas le territoire russe à cause de la guerre en Ukraine. Alors tout ça, ça n'a pas aidé. Mais quand même, la Chine a besoin de touristes. Ouais, ben écoute, ils sont quand même 1,3 milliard, là. Ouais. Puis ils sont en train d'inonder le monde de tous leurs produits. En fait, ils les inondent le monde parce que nous, on accepte qu'ils produisent pour nous aussi, là. Tu sais, c'est un jeu... La Chine est en train de jouer un jeu intéressant. Si vous voulez regarder, là, regardez-les bouger depuis les 10-15 dernières années. Ils sont des alliés des Russes, mais ils sont des alliés... Là, ils commencent à être un allié du Canada. Ils s'installent partout. Ils ont presque envahi complètement l'Afrique, qui est un continent de ressources incroyables. Je pense qu'ils en ont profité, notamment quand il y a eu le retrait des États-Unis en fait, à certains endroits. Non, c'est pas tant le retrait des États-Unis. Oh mon Dieu, il faut revenir dans l'histoire. Là. Il y a eu toutes ces... Les Britanniques, les Français, les Espagnols, à partir du 15-16e siècle, se sont mis à dominer la planète. Ils sont partis à la conquête du monde. Et puis, beaucoup de pays européens se sont installés en Afrique, particulièrement la France. Il y a eu l'Allemagne aussi, un peu. Il y a la Belgique, qui s'est installée là. Puis, évidemment, les Anglais, l'Angleterre. Et donc, pardon... Et donc, ils appelaient ça des colonies. Hein? Les Britanniques disaient, on disait de l'Empire britannique que le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Parce qu'il y avait des colonies partout sur la planète. Tu sais? Donc, ça veut dire que c'était des conquérants. Mais à partir d'un certain temps, à partir des années 50, là, donc il y a à peu près même pas une centaine d'années, là, tranquillement, ces pays-là ont revendiqué leur indépendance. Ils ont dit, oh, ça suffit, là, torsez-vous. Ça a commencé avec l'Inde, essentiellement l'Inde, Gandhi, qui a dit, non, time out, allez-vous-en. Et puis il a fait une espèce de révolution douce, tranquillement. Puis finalement, les Anglais sont sortis. Et puis là, il y a des colonies en Afrique aussi qui ont vécu la même chose. Et les Français sont sortis. Les Belges sont sortis. Puis bon, tout ça. Et donc ces pays-là sont maintenant souverains, mais avec toutes les responsabilités qui viennent avec. Et parfois, la démocratie, la liberté, ça donne le vertige. Ça fait peur. Et il y a des gens qui savent pas quoi faire avec ça. Et là, évidemment, tu as des fois des guerres intestines, et des fois, ça se passe bien, mais des fois, ça se passe moins bien. Et là, la Chine crée sa nouvelle route de la soie, qu'ils appellent. C'est-à-dire qu'ils partent de Chine, mais ils vont créer des partenariats avec tous ces pays d'Afrique en leur disant, nous, on va moderniser ton port pour que on va tout payer. On va moderniser ton port, on va pouvoir amener nos bateaux, décharger, vendre cette matériel, c'est ça, puis vous allez vous enrichir de tout ça, tu sais, qui n'est pas faux en termes économiques, mais ils ont multiplié ça, ils ont accéléré, parce qu'eux, la Chine, c'est une usine. C'est une grosse usine, ils produisent à peu près... Regardez ce que vous avez autour de chez vous, là, puis dans votre maison, puis il y a plein d'affaires qui viennent de là. Oui, mais la tasse aussi. Tu sais, tout ce qu'on trouve, c'est ça. Puis ils ont créé... Made in China, une tasse du centenaire du Canadien de Montréal, je regarde en dessous, Made in China. Oui. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir été à Paris il y a longtemps, puis j'avais acheté le petit Tour Eiffel, puis
sans vérifier, puis c'était marqué ça, Made in China, puis là, j'étais un peu choqué, parce que je me disais, ben voyons, comment ça? Mais c'est comme ça. C'est comme ça un peu partout. Trump a vendu des cravates puis des calottes Made in China, là. Made America Great Again, Made in China. Tu sais, il y a des non-sens comme ça, mais c'est la logique économique puis la logique politique, c'est deux affaires, là. Puis ça, les Chinois l'ont bien compris. Donc, eux, ils imposent ça, mais ils s'imposent sans utiliser les armes, la menace. Il vous offre quelque chose sur un plateau d'argent, vous le prenez pas, gardez tous les avantages. Puis quand vous voyez certains avantages, ben pourquoi pas? Alors, tranquillement, ils ont fait ça, et aujourd'hui, il y a des richesses en Afrique. La Chine met la main sur des richesses... Quand je dis des richesses, j'entends par là des minéraux, des terres rares, puis des trucs comme ça. Des mines, ils vont développer beaucoup de mines là-bas parce qu'ils ont besoin de matériaux pour pouvoir faire tout ce qu'ils nous produisent chez nous, là, tu sais. Donc, c'est un peu la façon qu'ils ont faite là, pour pouvoir envahir le monde. Ouais. Puis ça, c'est intéressant. Puis là, le Canada, ben, il s'ouvre un peu à ça, pas par choix, parce que notre voisin du Sud est pas endurable. Non, c'est clair. Puis là, quand Carney est allé à Pékin, je te disais, le mois passé, ils ont même signé un mémorandum qui appelle. Et puis, le Canada et la Chine ont convenu que le tourisme allait collaborer à des campagnes promotionnelles qui axent sur la nature, ici et en Chine. Et dans les villes jumelées, et lors de l'événement comme la Coupe du monde de football 2026, on va collaborer avec les Chinois. Ouais. Alors, c'est nos nouveaux alliés. J'irai pas jusque-là. Je dirais pas que c'est nos nouveaux alliés. Non. Il y a comme un rapprochement. C'est-à-dire que, oui, il y a un rapprochement. Il y a eu une période où c'était plus difficile. Mais c'est normal. Là, tout de suite, on vit une période difficile avec les Américains aussi, là. C'est pas Jojo, là. Tu sais, ils ne font pas l'histoire du pont, là. Le nouveau pont ambassadeur, là, aux États-Unis, là. Le nouveau pont qui va relier l'Ontario avec le Michigan. Oui, le pont que Trump menaçait de ouvrir. Oui, parce que c'est nous qui payons à 100 de l'ouvrir. C'est nous qui avons payé à 100 la construction. Même si là-dedans, il y a de l'acier américain, puis il y a des Américains qui ont travaillé. On a payé à 100 puis lui, il menace de ne pas l'ouvrir parce qu'il y a des pressions de l'autre propriétaire de l'autre pont, parce que lui, il va perdre de l'argent. Alors, c'est toujours une question d'argent et de gains personnels pour Donald Trump. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. On essaie d'en parler le moins possible parce que je pense qu'il se tire dans le pied. Il se tire dans le pied à long terme. On va voir comment ça va évoluer d'ici le mois de novembre. C'est vraiment d'ici novembre, j'ai déjà dit, mais c'est vraiment d'ici le mois de novembre, avec les élections de mi-mandat, qu'on va voir si la démocratie américaine a encore les outils pour faire face à ce rouleau compresseur de dictature de Donald Trump. Et puis, merci Jacques pour tout ça à propos de la Chine. Et on comprend un peu mieux. Et puis, si on se ramène ici, je regardais l'actualité, là, encore, on parlait souvent des sans-abri, des décès. Et là, en fin de semaine, je sais pas si tu as vu ça passer, le corps d'une femme qui a été retrouvée dans un bac à ordures à Moncton. Oui. Donc ça, la GRC considère que c'est une mort suspecte, là, donc il y a une enquête. Mais les policiers ont répondu à un appel vers minuit 10. Puis, il va y avoir une autopsie. On va déterminer l'identité de la victime, la cause du décès. Puis, l'unité majeure de la GRC mène une enquête. Il y a un membre du bureau du coroner qui participe. Et la police a mené une opération aussi sur la rue Norwood, en lien avec l'enquête. On indique qu'il y a des activités policières sur les rues High et Norwood qui vont se poursuivre. Alors, vous pourriez voir de l'activité policière là. Puis, la GRC invite les gens, bien sûr, à communiquer avec l'unité des crimes majeurs si vous avez des renseignements sur cette mort suspecte. Femme qui a été retrouvée dans une poubelle. Oui. Alors ça, c'est des choses épouvantables, mais qu'on peut voir ici également dans notre région urbaine. Ça fait réfléchir. C'est triste. 2, on va laisser les policiers faire leur enquête pour savoir les causes de la mort. Est-ce que c'est... des fois, tu te dis, c'est simplement une chute, quelqu'un qui fouillait dans les poubelles puis qui s'est pété la tête. Puis, là, on dit que c'est mort suspect. C'est ça. Habituellement, là, c'est rare qu'on fait ça. Là. C'est rare qu'on va fouiller dans les poubelles à ce point-là. Quoi qu'il y a des gens, il y a toute une vogue maintenant d'aller fouiller dans les poubelles parce que les commerces jettent beaucoup de choses qui sont encore bonnes. Et puis, il y a des gens qui vont fouiller là-dedans parce qu'ils n'ont plus les moyens de vivre autrement. Tu sais. C'est triste parce qu'on est une société riche. On est parmi une des sociétés les plus riches au monde.
Et on en est rendu là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas systématiquement dans notre système économique. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on le regarde. Parce qu'on augmente sans cesse, année après année, le produit intérieur brut, là, le PIB, c'est-à-dire l'accumulation de tout ce qu'on fait en économie, là, les échanges commerciaux, en fait, tout ce qu'on produit, puis les services, on additionne ça à chaque année, puis on appelle ça le produit intérieur brut. Puis là, il augmente à chaque année, mais on est plus nombreux pour se partager une tarte qui, elle, ne grossit pas. Et je comprends que ce que je vois, c'est que moi, j'ai pas l'impression d'être plus riche cette année que je l'étais il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Et les coûts augmentent pour le logement, les coûts ont augmenté évidemment pour la nourriture, pour le transport. Même si le prix de l'essence avait baissé, il était passé de 1,50 à 1,28, ben allez là, il est rendu à 1,36, là, il remonte tranquillement, tu sais. Et pourtant, il n'y a plus de taxes, là. Tu sais? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça, c'est toujours en train d'augmenter? Il y a un phénomène intéressant qui est en train de se passer à Dieppe, Moncton et Riverview. J'ai vu passer ça sur les médias sociaux. C'est le prix des logements qui est en baisse. Ah bon? Et ça, j'ai pas vu ça depuis très longtemps. Ah ben ça, c'est il y a une bonne des nouvelle. endroits, il y a des gros blocs appartements là, où on nous dit ce qui était loué à 1600 quelques dollars est rendu à 1400 quelques dollars. Venez visiter, tout ça. T'sais. Des endroits où il y a de l'espace et on veut aller chercher des gens. Donc, il y a une guerre qui va commencer ou qui commence en ce moment entre les propriétaires d'immeubles pour aller chercher des locataires parce qu'un logement vide, c'est pas payant. Mm-hmm. Et là, il y en a au moins une dizaine juste à Dieppe. Mais si on prend Riverview, Shediac, Moncton, vous pouvez tripler ça. Donc, ça baisse les prix, là? Ben, c'est que ça crée une pression sur les consommateurs. Une pression à l'inverse. C'est-à-dire que moi, tout d'un coup, j'ai du choix. Il y a des endroits où ils vont vous donner un mois gratuit. Le premier mois gratuit. On voyait pas ça, là, l'année passée. Là, le premier mois est gratuit. Ben, si c'est 1600 $, ben, c'est 1600 $. Ils vont le récupérer, mais ils veulent au moins que vous l'ayez. Et là, il y en a d'autres qui vont dire, hey, le stationnement souterrain gratuit. Là, tout à coup, là, il y a une guerre qui commence. Qu'est-ce qu'on peut enlever pour remplir notre bloc appartement puis essayer de les fidéliser? Et là, les gens sont pas fous. Ils vont se dire, hey, on a l'avantage au Nouveau-Brunswick de pouvoir donner une notice de 30 jours. Hein, comme si, par exemple, vous voulez quitter votre appartement, on est à la mi-février, donc vous devez aller jusqu'à la fin du mois, plus le mois suivant. Février, donc mars. Vous pouvez vous en aller là, à la fin mars. Où vous voulez. Fait que là, vous pouvez négocier tout de suite avec un autre appartement. Alors, il y a ça là, qui va commencer. Puis les gens qui sont en appartement vont commencer à le faire parce que si vous sauvez 100, 200, 300, si vous sauvez 200 $ par mois, comme l'exemple que je vous ai donné, bien, il y a 12 mois dans l'année. C'est quoi? Fait quoi, ça, 12 fois? 2400. Fait 2400 $ que tout à coup, vous n'avez plus à dépenser. 2400 $ clairs, c'est quasiment 5000 $ brut de travail, là. Mm-hmm. C'est comme une augmentation de salaire de 5000 $, là. Tu sais, alors, puis les gens, ça, les gens savent calculer. Parce qu'ils nous appellent quand les tarifs d'électricité augmentent, puis ils voient bien que ça, ça diminue sur leur facture. Puis c'est normal, ça n'a pas de sens que ça augmente autant que ça, aussi rapidement. Il y a une prévision que l'Énergie Nouveau-Brunswick devrait faire pour que les gens puissent aient la capacité d'absorber. Là, le salaire minimum va monter, je pense, à 15, c'est autour de 15-16 $. Là. Vous ne pouvez plus arriver aujourd'hui avec l'épicerie, l'assurance, la location, le logement. Très difficile. C'est ça. Ça prendrait un salaire minimum de 25 $ de l'heure pour pouvoir vivre convenablement ou commencer à vivre convenablement au Nouveau-Brunswick. Puis malheureusement, on peut pas passer de 15 à 25 en criant lapin. Ça veut dire que ceux qui gagnent déjà 20 ou 25, si vous mettez le plus bas à 25, vous avez les montées à 30, 40. Alors, c'est un coût énorme pour les entreprises qui veulent pas absorber ça. Puis je les comprends. Mais on fait quoi? On laisse les gens s'appauvrir, puis dans le chemin, puis dans les bacs à ordures. Pas de sens, ça non plus, là. Alors, c'est un problème très, très complexe, là. J'ai pas de solution magique. Mais ça va prendre beaucoup d'acteurs autour de la table pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait de notre population?
On les laisse s'appauvrir ou on les permet de s'enrichir eux autres aussi? C'est pas toujours le gros en haut qui ramasse tout, là. Voilà que ça arrête, ça. Restez à l'écoute. C'est Parle, jase qui se poursuit pour le dernier bloc dans un instant. Vous écoutez Parle, jase en ce 17 février, dernier bloc de l'émission aujourd'hui. Pour tout sujet dont on a traité, si vous voulez nous donner votre opinion, questions à poser également, c'est le 506-532-0133. Vous pourriez être le premier appel aujourd'hui. On vous invite à le faire. Et puis, un sujet qu'on va aborder en terminant aujourd'hui, Jacques, pour réduire ses dépenses, le gouvernement du Nouveau-Brunswick veut évaluer le sort des écoles qui ont moins de 100 élèves. Il y en a 34 dans la province des écoles qui ont moins de 100 élèves, dont 10 dans le district francophone, dans les districts francophones. Il y a un petit document de consultation prébudgétaire où le gouvernement dit qu'il évalue la cession, transfert de propriété ou l'exploitation, voire la fermeture de certaines propriétés, incluant les écoles de moins de 100 élèves. Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'école Calix F. Savoie à Sainte-Anne-de-Kent qui a 77 élèves. L'école régionale de Baie-Sainte-Anne qui en a 66. L'école à Saint-François, 60. L'école à Saint-Joseph de Madawaska, 89. L'école La Rivière à Pocmouche. L'école L'Escale des Jeunes à Boc-à-Raquette. Il y a aussi l'école L'Étincelle à Sainte-Marie, Saint-Raphaël. L'école René Chouinard à Lagacéville. L'école Univers Jeunesse à Bertrand et l'école François-Xavier d'Aigle à Alortville. Donc, toutes ces écoles-là n'ont pas 100 élèves. Là, on a envoyé un communiqué aux parents. Le district explique que aucune école va fermer pour la prochaine rentrée. La fermeture d'une école, ça prend une étude de viabilité là, avant de fermer ça, bien sûr. Et puis, plusieurs critères seront évalués. Une étude de viabilité sera faite et on veut savoir si les écoles ont la capacité de se relocaliser, de relocaliser les élèves. Le temps de déplacement supplémentaire, le maintien de la qualité d'établissement, l'étude de viabilité, c'est quelque chose qui se fait pas en un mois ou deux. Ça prend du temps. Sébastien, je vous écoutais, puis je me disais, quand vous avez fait l'énumération des écoles, vous avez nommé des endroits. Et ce qui me frappait dans l'énumération de vos endroits, c'était où étaient situées ces écoles. Mm-hmm. Et ils sont où, ces écoles? Essentiellement, si vous partez d'Edmundston, vous montez toute la péninsule, vous longez tout le nord jusqu'à la péninsule acadienne, puis vous descendez jusque dans la région de Miramichi, un peu plus bas. Et donc, c'est vraiment le nord. Et ça, c'est une des conséquences du nord qui est en train de se vider au profit du sud. La région de Moncton. Les écoles débordent dans les régions de Moncton. On construit des écoles anglophone à Shediac. On va construire une nouvelle école aussi à Dieppe, anglophone. On va construire aussi d'autres écoles francophones ailleurs. Mais tout ça pour dire qu'il y a une transition qui se fait du nord vers le sud, puis c'est pas rare de voir des écoles presque neuves avec des roulottes déjà en arrière parce qu'il n'y a plus de place dans l'école. Donc, c'est un problème de mouvance rapide de la population. Et donc, le nord n'arrive plus on fait plus d'enfants. On n'en fait plus comme on en faisait avant. T'sais, on a 1 point quelques enfants par couple, donc on n'a même pas le taux de reproduction nécessaire à maintenir une population. Alors ça, c'est une des problématiques. C'est souvent les immigrés qui arrivent avec beaucoup d'enfants, qui nous permettent de remplir les classes dans le Nord. Mais c'est une problématique que le Nord a et qui est très grave parce que ça lui... Et c'est là que l'immigration devrait jouer son rôle. Puis on n'atteint pas nos cibles du tout. En immigration, là, c'est incroyable. Pour l'immigration francophone, on est loin tout le temps des objectifs. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. L'immigration, c'est... La province peut jouer son rôle. Les municipalités peuvent jouer leur rôle d'acceptation ou de recevoir les gens, comment on appelle ça, les intégrer, d'intégration dans la communauté. Parfait. La province peut donner des cibles, pourrait donner des cibles au fédéral, dire, hey, nous autres, là, si on veut maintenir le nombre de francophones à X %, mettons 30 % au Nouveau-Brunswick, bien là, il faut qu'on arrête d'avoir une immigration anglophone à 85 %. Là. Ça va nous prendre le contraire. On a juste eu 21 % en 2024. Ben, vous pourrez jamais maintenir
un taux de francophonie avec des immigrations plus faibles que le taux lui-même d'habitants. C'est mathématique, là. J'invente rien, puis je suis pas ni pour un ni pour l'autre. Je prends juste les mathématiques, puis je me dis, voulez-vous que ça reste ou vous voulez pas? Est-ce que c'est important, la langue, ou pas? Est-ce que c'est important d'avoir cette culture-là acadienne ou pas? Si la réponse est oui, bien, prenons les mesures nécessaires. Et ça commence par où? Ça commence par Ottawa. Ben, voyons donc. Et l'affaire de fermer les écoles, c'est parce que là, ils sont en discussion prébudgétaire. C'est encore en cours, d'ailleurs. Puis Mme Holt a demandé à ses ministres de trouver des économies entre 10 et 15 %. Puis là est arrivée l'idée de fermer les écoles avec moins de 100 élèves. Mais les citoyens sont invités à partager leurs suggestions là-dessus sur le budget. Vous avez jusqu'au 20 février pour le faire auprès du gouvernement. Et le budget sera présenté le 17 mars. Donc, mais c'est pas un phénomène nouveau. Hein? Rappelez-vous, peut-être que vous vous rappelez pas, mais rappelez-vous, pour les plus vieux, il y avait des écoles de rang. Chaque communauté avait ça. Puis il y a encore des fois, on se promène à des endroits et on dit « Ah, ça, c'est une vieille école. » On le voit tout de suite. Puis des vieilles écoles qui ont été transformées en maisons. Pardon. Et ça, c'est... À un moment donné, on a réuni dans un village toutes les petites écoles de rang, parce qu'avant, il n'y avait pas d'autobus jaune qui se promenait, là. Les jeunes marchaient, puis il y avait des grosses familles. Donc, c'était facile de remplir une petite école. Amélie Bordelot, là, avec toute l'histoire de la série télévisée qui a marqué l'imaginaire des Québécois... comment ça s'appelait? Les filles de Caleb. Les filles de Caleb, bon, ben ça... C'est tellement bon. Ben c'est ça, c'était une petite école de rang. C'était comme ça. C'était jusqu'au 19e, jusqu'à la fin autour des années 1900. Si je te demande vite, juste parce qu'on parle des filles de Caleb, ton moment préféré des filles de Caleb, est-ce qu'il y en a un qui te vient? Oh non. C'était tellement bon. Moi, c'est quand Émilie reçoit son char, mais dans le fond, tu sais, c'est un char tiré par un cheval. Ouais, c'est comme son auto, là, à 18 ans. Là. C'est comme sa voiture, puis elle part avec ça, tout fière de s'en aller se promener. Là, j'ai trouvé ça débile. Moi, j'aime beaucoup les filles de Caleb. J'ai adoré ce moment-là. Le cheval venait avec? Ou... Oui. Il a donné le cheval avec la calèche. C'est bon. Les filles de Caleb, je l'ai écouté 2-3 fois au complet. C'était une belle série qui a marqué l'imaginaire de beaucoup de francophones. Avec le fameux Ovilla. Ovilla Pronovo. Mais c'est ça. Donc, ces petites écoles-là ont tranquillement fermé à partir du moment aussi où on a désinstitutionnalisé les écoles. C'est-à-dire qu'on a on a sorti la religion des écoles. OK, oui. Et le gouvernement a pris la responsabilité complète. À un moment donné, on avait beaucoup de sœurs, puis de prêtres, puis tout ça. Les collèges, les couvents, c'était l'éducation puis la santé, c'était souvent géré par la religion. Parce qu'ils avaient, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de religieuses, mais il y avait aussi beaucoup de connaissances. C'était véhiculé, puis ils faisaient un travail à l'époque là, essentiel. Mais à un moment donné, quand le gouvernement s'est doté d'argent, de taxation, a décidé de sortir la religion des écoles puis d'enseigner un peu plus, de modifier un peu l'enseignement. Mais les écoles, la population continue d'évoluer, les écoles se sont consolidées comme ça, mais là, il y a eu des changements. Les contraceptifs sont arrivés, les gens, il y a eu la Révolution tranquille, il y a eu plein de choses qui se sont passées et qui fait qu'aujourd'hui, ben là, on avait des écoles, mais là, il y a moins de jeunes qui vont dans les écoles. Et on fait quoi? Si on regarde juste ça au niveau économique, la question est pertinente. Est-ce qu'on devrait garder ces écoles-là au niveau économique pour les chauffer, transporter les jeunes et tout ça, ou on ne devrait pas les regrouper pour qu'il y ait aussi cette idée d'avoir, un peu comme dans une polyvalente, des jeunes de différents niveaux, puis des gens de différentes régions pour pouvoir avoir cette communication-là entre eux et d'avoir de meilleures infrastructures pour le sport, à tous les niveaux, musique et tout ça. On peut pas... c'est une question économique, là. Si on regarde ça juste du point de vue économique, la question est bonne. Mais c'est souvent les gens les plus éloignés qui vont payer le gros coût de ça. Absolument. Ouais. Puis, il n'y a pas de solution miracle, mais je pense que tout à l'heure, quand vous avez parlé d'immigration, je pense qu'une des solutions, c'est l'immigration. Mais encore faut-il qu'ils aient quelque chose à faire dans cette région-là. Il faut vivre de quelque chose. Oui, il y a des endroits moins évitants. Puis les écoles qui ont besoin de réparation, ils se disent, c'est ça, là, les gens, ça les incite pas à rester. Alors, c'est peu accueillant, parfois, certaines écoles qui ont c'est des choix gouvernementaux. Puis là, aujourd'hui, on aura une mise à jour du ministre des Finances. Oui. Attendez-vous à une mise à jour qui ne sera peut-être pas aussi reluisante que vous le souhaitez. Il était à 830 quelques millions de déficit la dernière fois qu'il nous a parlé. Et là, est-ce qu'on va dépasser le milliard? Je ne sais pas. Il demande des idées. Ça, c'est un jeu dangereux parce que quand il dit « Avez-vous des idées où que je pourrais couper? » Il est en train de nous demander « You, tu veux que je te coupe? » Puis après, quand tu vas dire, tu pourrais couper là ou tu pourrais couper là, tu ne peux plus chialer, là. Tu as dit de couper là.
Comprenez-vous? Alors, il faut faire attention à ça. Moi, je trouve ça un peu... c'est intéressant de consulter les gens. Je trouve ça, l'idée est bonne. Mais en même temps, pour nous, ça nous pose un problème. Puis en même temps, le gouvernement est en train de nous dire, et ça, je trouve ça décevant, il est en train de nous dire, j'ai pas le courage d'aller chercher l'argent où elle est, alors je vais couper dans vos services. Mm-hmm. Tu sais, quand vous le prendre de l'autre côté, là, parce que c'est ça que c'est, là, l'exercice qu'il est en train de faire. On le sait où est-ce qu'allait l'argent. Il y en a de l'argent. Mais il faut avoir le courage de dire à ceux qui en ont, vous allez en mettre dans le pot un peu plus. Oui. Et ça, on n'est pas là du tout. On n'est pas là du tout parce qu'on va blâmer le service gouvernemental qui n'est pas assez performant. On va blâmer X, Y, Z. Puis oui, je comprends qu'il y a des efficiences à faire et tout ça. C'est même dans tous les systèmes, publics que privés. Mais on ne peut pas non plus juste dire on va couper. Il faut aller en chercher là où elle est. Puis les évasions fiscales, là, ça en serait une sacrée bonne place à commencer. Merci, Jacques. Et puis, l'émission achève. J'ai reçu quelques courriels concernant quelques sujets qu'on a abordés. Un premier courriel qui nous vient d'une personne anonyme. Avez-vous entendu ça? Les investisseurs ont décidé de ralentir la construction des logements pour créer une demande de logement à long terme et encore créer une pénurie de logements? C'est toujours une question d'équilibre. Oui, moi, j'ai entendu ça en décembre. Je crois les derniers chiffres qui sont sortis, c'est qu'il y a une diminution de la construction. Avant, il y avait une croissance qui était continue, puis là, tout à coup, on a plafonné, puis là, on commence à réduire le niveau de construction, ce qui rejoint essentiellement ce que je disais tout à l'heure. Il y a une guerre qui commence à s'installer pour attirer les locataires. Parce qu'on a créé un marché de locatifs, là. Hein? On construit plus de logements puis de maisons qu'on loue que on peut plus s'acheter des maisons. C'est devenu, ça met 500 000. OK, vous commencez à jaser, là. Mais en bas de ça, on dirait que tu ne peux plus bâtir, là, aujourd'hui. C'est devenu très cher. Vous pouvez bâtir en bas d'1 million, mais... 450 000. Mais disons que vous n'aurez pas la maison peut-être que vous souhaitez avec tout ce que vous voulez. C'est ça que j'essaie de dire. Mais oui, c'est possible, mais c'est... Donc, les gens se retournent. Et sinon, vous avez des hypothèques très, très élevées. Et faut-il avoir... Là, maintenant, il faut que les deux travaillent. Si vous êtes un couple, il faut que les deux travaillent. Parce qu'oubliez ça. Moi, dans le temps de mon père, là, c'était facile. Il y avait un revenu à la maison. Et on avait une maison, on avait une voiture, on avait des vacances, etc. On avait un chalet. Let's go. Puis ça arrivait, puis on se causait pas la tête. Aujourd'hui, ça arrive plus. Il y a l'argent par quelque part, là. Il y a quelqu'un qui en ramasse. Il y en a qui en ramassent plus que d'autres. Et c'est ça qui est en train de se produire avec la diminution en ce moment du nombre de tarifs de maisons ou d'habitations en construction. Je serais curieux de voir les chiffres du Sud-Est, par exemple. Ça, je suis pas certain que dans le Sud-Est, on a encore atteint ça. On va probablement voir à la fin du mois là, de février une tendance. L'hiver, c'est sûr que ça baisse un peu. C'est souvent des projets qu'on commence l'été puis qu'on finit l'hiver. Mais là, il y a peut-être moins de demandes pour avoir des projets pour l'été prochain parce que il faudra les remplir, ces appartements-là. Il y a du monde. Il y a peut-être du monde qui vont, comme on dit chez nous, manger ses bas, là. Ils vont peut-être perdre de l'argent dans ça, là. Donc, moi, si j'étais développeur aujourd'hui, je m'assurerais d'avoir une clientèle avant de construire. Mais avant, c'était facile. Ça rentrait à pleine porte. Ça rentrait à pleine porte, puis ça venait de partout. Puis on nous faisait miroiter que, seulement pour Dieppe, on a besoin, il y a 3-4 000 personnes qui avaient besoin de logement. Attention, là. Attention, ça évolue. C'est très volatile, ça. S'ils viennent pas ici, ils vont aller ailleurs, là. Ils vont aller où il y a du travail. Et puis, j'ai un autre courriel, Jacques, on va finir avec ça, concernant l'immigration francophone. Tu en parlais, puis tu trouvais que ça avait un lien. Quelqu'un nous dit, un auditeur, l'immigration francophone n'apporte rien à la culture, n'apporte pas à la culture acadienne, à moins que je me trompe. Qu'en pensez-vous? Oui. Oui, vous avez raison. Chacun arrive avec si vous arrivez d'un pays d'Afrique, par exemple, vous avez donc une culture que vous avez apprise dans votre enfance, dans votre jeunesse et tout ça. Vous venez ici pour le travail. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas partager la culture acadienne. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous intégrer à la communauté. Ça va continuer, ça. Est-ce que l'Acadie est comme en train de changer parce que, justement, ça va devenir un peu des francophones de partout? Le Canada est en train de changer à vitesse grand V.
OK? Là, il y a un conflit qui est en train de s'installer. Il y a des tenants de... Il faut que le Canada, en 2100, ait au-dessus de 100 millions d'habitants. OK? On est 40 là. Ça veut dire doubler. Ça veut dire, imaginez-vous la pression sur les systèmes de santé et d'éducation. À un moment donné, là, où il y en a d'autres qui disent c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'avoir 100 millions. Ça, c'est une fausse perception. On a besoin d'une croissance, mais d'une croissance qui est contrôlée à l'intérieur des limites que nos systèmes peuvent soutenir. L'éducation, la santé, la reproduction, l'intégration de ces gens-là dans nos communautés, ça me sert à rien de faire venir plus de monde que je suis capable d'absorber. Puis après ça, j'appelle dans un commerce, puis je dis, je voudrais avoir une pizza, telle affaire, puis on me dit, I don't understand, ou on va me dire, English is the official language of Canada. Non, je suis désolé, mais c'est pas ça pantoute. Mais c'est ça, quand on va très vite, ben c'est des choses, c'est des dérailles. On déraille tranquillement dans des endroits où on veut peut-être pas aller. Et l'autre chose aussi, il faut se tenir debout en tant que communauté francophone pour dire aux gens, vous êtes les bienvenus, mais intégrer aussi nos valeurs. Tu sais, intégrer aussi notre façon de faire. C'est du give and take, là, en anglais. Moi, je vais en prendre, parce que je suis content de te voir, puis je suis content qu'on puisse partager la même langue. Mais au niveau culturel, wow! Là, on est à deux échelons complètement différents. Qu'est-ce que tu me donnes, puis qu'est-ce que tu prends en échange? Comment est-ce qu'on va communiquer cette culture-là différente? C'est pas parce qu'on partage la même langue qu'on partage la même culture. Mm-hmm. Tu sais, puis on l'a vu aussi avec nos amis anglophones. T'sais, on partage pas la même langue, mais on partage certains éléments culturels. Puis ça, c'est dû parce que les Anglais nous ont envahis à partir de 1755, puis depuis ce temps-là, allez à Londres demain matin, puis vous allez voir que vous vous sentirez pas dans un pays étranger. C'est toi qui me disais ça, hein, Jacques, oui. qu'à Londres, on se sent quasiment à la maison. C'est spécial. Parce que c'est du monde qu'on côtoie aussi ici. C'est pas... Oui, il y a la langue, oui, il y a des couleurs différentes. L'accent est vraiment différent. Mais c'est un pays... Culturellement, on s'y retrouve. C'est un pays de toute beauté, l'Angleterre, là. Puisqu'on n'a pas eu d'appel, Jacques, on va terminer avec un appel. Excellent. Parle, Georges, on vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous appelez pour PPGJ? Non, c'est pas ça. Je fais juste d'apprendre. Moi, je vous ai déjà appelé, là. OK. Je fais juste d'apprendre qu'il y a quelqu'un... Ils ont trouvé une dame qui était morte dans... Ben oui. Dans les poubelles. Dans la poubelle. Ah, ben ça me fait de quoi. Puis moi, je suis natif d'ici, je viens de Moncton. Ben, je suis natif. Je suis né dans la campagne, là, mais je demeure à Moncton, puis c'est mon chien et moi, là. Okay. Moncton a grossi, puis c'est pur, hein. Ça vous touche comment? Ça vous touche à quel niveau? Moi, ça me touche que il y a des personnes qui ont le besoin, hein, puis j'ai rien pu faire pour les aider. Ou que si j'allais puis empêcher que ça allait pas arriver. Ou je sais pas. Moi, je sais pas. Ouais. Quand moi, je viens de Moncton, on n'attendait pas parler de ça, là, 30 ans passés. C'était Moncton, tout de l'extérieur, puis... Oui, il y a l'itinérance qui a pris beaucoup d'ampleur, hein, dans la dernière décennie. Puis... Ouais. Ben, c'est ça. Ça serait quoi la triste nouvelle? Vous, avez-vous des solutions à proposer ou comment vous voyez? Non, moi, je sais pas, moi. Je sais pas. Comment ça qu'il y a si tant de sans-abri dans Moncton? Je sais qu'il y a un gros volume. Il y a beaucoup, c'est toutes des personnes qui viennent de l'extérieur, qui demeurent ici, ou je sais pas. Il y en a un peu des deux. Il y a des gens d'ici, dans l'itinérance. Il y a aussi des gens de l'extérieur. Il y a aussi des gens issus de l'immigration, mais... C'est mélangé, puis c'est vraiment un des centres-villes où il y a beaucoup d'itinérance là, au pays quand même, si on fait proportionnellement à la population. C'est ça. Ouais. Et vous posez la question de base, pourquoi il y a autant d'itinérance? Je pense que cette question-là, elle est fondamentale. Il y a toujours eu d'itinérance là, dans chaque village dans le temps, on monte loin, là, avait son mendiant du village, puis il y avait même un permis. Hein, dans Séraphin, on voit ça dans l'émission Séraphin, la vieille série. Il y avait le permis du mendiant, puis il n'y en avait rien qu'un.
Ah, vraiment? Ben, c'est vrai, hein? Puis c'était comme ça, puis c'était correct. Puis il se promenait d'une place à l'autre, puis les gens l'acceptaient parce que c'était le mendiant du village. C'était comme la personne pauvre et tout ça. Puis même, puis ça existait même à Dieppe, pour les plus vieux, ils se rappelleront de Eddie de Baume. Ah, ben oui. Hein? Tu te rappelles de ça? Eddie de Baume, ben oui, il était couché. Moi, je demeure ce que la voie ferrée, puis il couchait, là. Ben oui, puis il y a même Michel Thériault qui a fait une chanson, Eddie de Baume. Oui, Michel Thériault. Puis c'est ça, je me souviens d'avoir rencontré cette personne-là, Eddie de Baume, sur le trottoir, il y a longtemps, là. Finalement, il est décédé. Il est décédé. Oui, il est décédé, mais c'était pas un méchant job. Il passait l'hiver en prison, il faisait un méfait à l'automne quand il faisait trop froid. Ouais. Puis là, les policiers le savaient, puis là, il l'embarquait, puis il était jugé, puis le juge, bang, tu vas passer l'hiver en prison, puis souvent, il allait passer l'hiver à Richebouctou. Oui. Une prison là, il passait l'hiver là. Puis... Il faisait exprès là, pour se faire arrêter pour être au chaud. Parce qu'il voulait pas vivre dehors. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas les services qu'on avait aujourd'hui ou pas. Non. Tu sais, c'était un peu... Alors qu'aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui se passe dans notre système économique qui crée cette situation-là. Moi, j'en reviens toujours à ça. Tu sais, on dit, il nous manque de médecins puis il nous manque d'infirmières. Ben, c'est peut-être parce qu'on n'en forme pas assez. Puis on n'est pas capable de les garder. Donc, notre système crée une pénurie. Comprenez-vous? Oui, c'est ça. On n'en forme pas assez. Ça peut être la même chose pour les charpentiers ou les plombiers ou peu importe. Donc, on n'en forme pas assez. Ouais. Mais pour les mendiants, comment ça se fait que des sans-abri, ils se retrouvent sans-abri? C'est-tu parce qu'on met pas assez d'argent dans le système de santé? Et les gens on décroche parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépendance? C'est-tu parce qu'ils peuvent même plus se payer un loyer? Ou ils se font mettre dehors par de la rénoviction qu'ils appellent, là. Ouais. Tu sais, c'est un problème très, très, très complexe. Et puis, c'est pour ça que quand on dit, vous avez posé la question de base intéressante, pourquoi il y en a autant? Moi, je pense qu'il faut aller les voir eux autres mêmes, puis aller voir les maisons comme Maison Nazareth, par exemple, qui essaient de sortir ces gens-là du mieux qu'ils peuvent. Puis je sais qu'ils font un travail assez intéressant. Il y a au moins une centaine à chaque année qui sortent de la rue, qui réussissent à trouver leur dignité, puis après ça, un logement, puis faire quelque chose dans la vie. Là. Il faut faire ça. C'est ça. Mais en même temps, malgré que si t'en sors 100 puis t'en rentres 150, ça marche plus, là. Alors, c'est un problème complexe. C'est un problème complexe. Moi, j'ai un de mes amis, là, il a fait du bénévole à la Maison de Nazareth pour une 30aine d'années. OK. Puis ça, là, il n'a pas été rémunéré. Non, bénévole. Oui, du bénévole, si tu peux croire, hein? Oui, bien, ça, c'est une façon, je vais le dire, là, honnêtement, là, mais c'est du cheap labor pour le gouvernement. Qui n'a pas l'argent nécessaire parce qu'il décide de couper. Hein? Il nous demande encore où d'autres couper. Oui. Parce qu'imaginez s'il n'y avait pas ces organismes-là, il y en a bien d'autres, là, pour aider le gouvernement. Je comprends qu'il leur donne un chèque pour les aider, là, mais si ça devait être 100% le gouvernement, ça le coûterait combien de fois plus? Beaucoup plus, là, beaucoup plus. Beaucoup plus. Là, ces gens-là vivent avec des dons, vivent avec des... Tu sais, en plus de l'argent du gouvernement, évidemment. Mais et alors, il y a quelque chose là, il y a une réflexion à faire qui est très profonde sur notre système la santé de notre système économique. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup pour votre appel pour avoir terminé l'émission aujourd'hui. OK, merci beaucoup, là. Passez une belle semaine. Vous autres aussi, là. OK, salut. Bonne journée. Salut. Et pour les autres appels en attente, on vous propose la prochaine fois d'appeler avant 10 heures, bien sûr, là, puisque là, on passe à la programmation habituelle. Un grand merci, Jacques Giguère, qui est avec nous aujourd'hui. Ça a été très enrichissant. Plaisir. T'en avais de la chose à dire. Hein? Il y a eu beaucoup de contenu. Il s'en passe des choses dans l'actualité. Absolument. Et passez tous une très belle journée et bon Mardi Gras à ceux qui le célèbrent aujourd'hui. Et je vous dis à demain.